Le ROI, c'est des algorithmes, c'est de l'IA et ça permet de prendre des dizaines de milliers d'infos que nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas avoir. Et donc du coup, il va aller trouver l'enchère idéale pour chaque internaute à n'importe quel endroit de la Terre. Si vous êtes au CPC, vous dites je suis prêt à payer 30 centimes, c'est 30 centimes pour tout le monde. Donc évidemment, target ROI obligatoire. Quand vous avez des petits codes promo qui s'affichent comme ça, c'est game changer. 10% de remise, tout de suite le client il est là, waouh, ok, il y a un code en plus. Donc ça, mettez-les avant. Mettez-les si vous avez un Black Friday. Le Black Friday, ça tombe le 26, je crois, là, cette année. Mais préparez votre pack maintenant. Quel est le problème de Google à la base? Le problème de Google, c'est de dire putain, tout le monde fait du search, tout le monde fait du shopping, mais personne ne veut faire du display. Parce que le display, c'est de la merde. Comment on va les obliger à aller sur le display? Comment on va vendre ces inventaires qu'on n'arrive pas à vendre? Comment on va faire? Eh ben, on va faire une PMax, comme ça, on va tout mettre dedans. Et puis le mec, il verra pas qu'en fait, il a un écart type incroyable. Il a des clics à 5 € en search, mais il a aussi des clics à 1 centime sur des applis mobiles toutes claquées au sol. Et au final, au global, ça fait 0,50 centimes. Très bien. L'annonceur voit rien. Boîte noire. Je vous partage aujourd'hui la conférence de Johan Elias, média buyer qui a dépensé plus de 200 millions sur Google Ads. Cette conférence a eu lieu lors de notre dernier mastermind à Punta Cana. Les e-commerçants présents ont dépensé plus de 5000 € pour être dans la salle. Et aujourd'hui, on vous offre gratuitement ce replay. Johan, c'est l'expert qui nous accompagne dans la croissance de notre business e-commerce depuis 2021. Et dans la vidéo du jour, il va vous partager comment dompter Performance Max, les conseils pour pouvoir maximiser votre résultat et exploser votre ROAS, et bien entendu, sa fameuse stratégie de gestion de portefeuille. Bon visionnage! Je suis donc le fondateur de l'agence DAC, qui a été fondée en 2010. On a investi 200 millions à peu près depuis le lancement. On spend entre 2 et 2,5 par mois. On est dans le top 3% des agences France et on fait que ça. Google Ads, on est spécialisé Google Ads, YouTube Ads et donc tout l'écosystème de Google. Et on est articulé vraiment autour du ROI et donc une brique e-commerce, une brique infoprenariat et une brique de coaching que j'anime. Donc voilà, et donc on est partners premiers depuis 2011, je crois, un truc comme ça. Donc c'est non, depuis 2021, pardon, 2011 c'est le lancement. Et donc c'est le top 3% des agences de France. Ok, je vais assez vite sur ça parce que vous me connaissez déjà tous. Donc là c'est le sommaire. Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier. Nous sommes le 1er novembre. Nous rentrons donc dans le Black Month. C'est donc là important, je pense, de refaire des rappels sur comment péter le Q4. Donc j'ai synthétisé pas mal de choses que j'ai fait à la conférence de l'année dernière pour vraiment extraire le jus et vous donner quelques conseils. Ensuite, on va repartir sur les notions de tracking. Un gros point sur Performance Max qui évolue beaucoup. Et ensuite, des stratégies avancées qu'on a pu tester sur des gros e-com qui dépensent entre 100 et 300 000 € par mois sur 2023-2024. Donc voilà. Vous m'arrêtez quand vous avez des questions parce que ça va être un peu dense, ça va être un peu technique. Donc vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions où je vais trop vite ou vous êtes perdu. Ok, donc du coup, Q4. Je vous ai remis juste le lien, ce sera dans la presse, c'est la conférence que j'ai fait avec Enzo. Vous pouvez voir, Enzo me regarde vraiment avec amour sur cette photo. Avec amour et passion. Voilà. Et donc du coup, ça, c'est à regarder ce soir, pour vraiment péter Q4. C'est tous les conseils que j'ai pu donner l'année dernière. Donc j'ai repris vraiment des choses très importantes. Donc en e-commerce, en dropshipping surtout, on a tous un point, c'est la suspension des comptes. Qui a déjà eu une suspension de compte pour déclaration trompeuse? Voilà. Si t'en as pas eu, c'est que t'as rien lancé. Voilà. Donc ça arrive régulièrement. Google suspend les comptes, déclaration trompeuse, contournement des systèmes, qualité du site insuffisante. Donc ça, c'est vraiment à éviter à partir d'aujourd'hui, voire même à partir de la semaine dernière. Mais bon, il faut vraiment pas se faire shooter. Donc pour ça, c'est assez simple. Vous faites pas de vagues en fait. Là, votre site, il est propre. Vous évitez de changer les mentions légales. Vous évitez de changer, d'envoyer 10 000 produits d'un coup dans vos flux. Vous restez calme, vous faites juste envoyer vos spends et vous évitez les grosses variations pour éviter que Google et les algorithmes repassent sur votre site et donc se disent « Ah tiens, il y a un truc qui est chelou, il a oublié ça, boum, suspension ». Et une suspension, ça peut mettre jusqu'à 2 semaines à se faire à repartir. 2 semaines sans flux égale 2 semaines sans spend égale les algorithmes sont perdus et vous pétez votre Q4. Donc voilà, ça... Corrigez vos produits refusés. On a tous des produits refusés dans un compte. Donc ça, c'est un compte qui est propre. Il y a 0 produit refusé. C'est tout con des fois. Il suffit juste de corriger des images, de corriger des liens, d'éviter les superpositions d'images.
de mettre du texte sur les images, ça, il suspend les produits. Ce serait dommage de se faire suspendre un top produit juste avant Q4. Donc ça, je passe vite là-dessus parce que... Alors, essayez autant que faire se peut d'avoir toutes vos campagnes qui sont target ROI. Alors déjà, je vais vous poser une question. Qui a des campagnes Google Ads qui tournent en ce moment? Ouais. OK, en e-commerce. Ah, vous avez des campagnes qui tournent? Ah ouais. Mais celui qui les gère. Ouais. Qui a ces campagnes qui sont encore au CPC? OK, donc ça, faut arrêter. Il faut avoir toutes ces campagnes au target ROI. Le CPC sert à lancer vos campagnes et ensuite vous les passez au ROI, ce qui vous permet... Pourquoi on passe au ROI en fait? La question me pose la question, pourquoi tu passes au ROI? Parce qu'en fait, le ROI, c'est des algorithmes, c'est de l'IA et ça permet de prendre des dizaines de milliers d'infos que nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas avoir. L'heure, la zone géographique, ça va jusqu'au code postal, le moment de la journée, l'historique de navigation, le device, enfin, ça prend des tonnes de data. Et donc, du coup, il va aller trouver l'enchère idéale pour chaque internaute à n'importe quel endroit de la Terre. Si vous êtes au CPC, vous dites « je suis prêt à payer 30 centimes », c'est 30 centimes pour tout le monde. Donc, évidemment, target ROI obligatoire. Ouais. Ça doit être combien au début en CPC pour après passer Moi, ce que je... Non, alors moi, ce que je conseille, c'est toujours de commencer très haut en CPC pour vraiment faire ce que j'appelle moi un investissement en historique. Il ne faut pas oublier que votre CPC que vous allez payer dépend du niveau de qualité qu'a votre annonce et votre produit. Le niveau de qualité dépend du taux de clic à 60%, de la qualité de la page de destination et de l'adéquation entre le mot-clé et le produit. Si demain, j'arrive et je dis « bon, bah allez, je lance ma campagne, je me mets à 10 centimes », tu es en bas de tableau, tu as un taux de clic de merde, et donc du coup, taux de clic de merde, QS, niveau de qualité, quality score qui baisse, ad rank qui baisse, et donc du coup, ton compte, il est pété. Tu commences très haut, tu te mets tout en haut tout de suite, c'est un investissement, ça coûte cher. Tout de suite, tu es en haut, tu fais tes belles annonces, tu as une bonne adéquation mot-clé annonce, tu as un super taux de clic parce que tu es tout en haut, et au fur et à mesure, ton ad rank, il monte, et donc du coup, ton CPC baisse au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est vraiment important. Donc une fois que tu as tes 15 à 20 conversions, le target ROI se débloque. C'est-à-dire que tu as le droit de l'utiliser. Au début, tu ne peux pas l'utiliser. Je parle de shopping standard, là, des campagnes shopping standard. Donc tu as tes 15-20 conversions, et ensuite tu passes au target ROI. Et là, tu mets un target ROI bas. Si tu lui dis « je veux du 4 tout de suite », il tombe. Il arrête la diffusion. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est de mettre un target ROI un petit peu plus bas que celui qui est obtenu, pour vraiment pousser l'algo à aller chercher du volume. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, le target ROI étant beaucoup plus puissant que le CPC, il va aller améliorer le ROI, et donc du coup, tu vas pouvoir monter ton volume. Et donc, il faut l'accompagner. Jamais de geste trop brusque, comme avec une femme. Target ROI, il faut y aller doucement. Et du coup, tu montes tout doucement pour arriver à la rentabilité. Donc, Mais attends, on est d'accord, ça ne veut pas dire que tu dois être sans perte sur les ROI. si. Au début, il faut perdre de l'argent. Au début. Même sur les ROI. Perdez de l'argent au début. Bah oui, on démarre à 180, on démarre à 160. Moi, j'ai des comptes, je commençais à 75, donc 0,7 de revue. Même bah non. Non, t'as rentabilisé par 8, t'as un point 7. Non, non. Quand tu commences à être un peu de chat, tu peux l'être. Quand tu commences, même, ouais. En tout cas, le objectif, c'est pas de l'être. C'est de faire du volume et de faire choper le cerveau. Il y a vraiment plus de quantité que de... Il faut aller donner la bouffée à l'algorithme, puis il a faim. Donc, il faut lui donner de la data. Donc, pour avoir de la data, il faut payer. Donc, tu payes, tu donnes de la data, et la data, l'algo, l'IA, va se nourrir de tout ça, et ensuite, ça va t'aider à scaler tes campagnes. Donc, ça, c'est la première étape, target ROI. Deuxième étape, target ROI en fonction des taux de marge. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à Google, bon, bah, le produit 1, je l'achète 10, je le revends 20. Produit 2, je l'achète 10, je le revends 30. Je veux 2 partout. Non. Il faut avoir des campagnes qui sont en fonction de votre taux de marge. Vous allez positionner très haut vos produits à fort taux de marge et très bas, voire pas investir dessus sur les produits à faible taux de marge. Donc, vous avez des campagnes en fonction de vos taux de marge. Et ça, c'est un travail à faire pour l'e-commerçant, d'aller sur chaque produit, connaître sa marge, son taux de marge. Est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 2,5, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 4 ? Et ensuite, vous faites des campagnes en fonction de ça. Et vous allez positionner vos produits différemment dans les pages de recherche en fonction de ça.
Complètement game changer. Ça. Quand on a mis ça en place, on a augmenté nos volumes, on a amélioré nos marges. Tous ceux qui ne le feront pas, vous perdez de l'argent. Ça a été une révolution majeure dans notre process avec Yoann. Ça, c'est ouf, parce que du coup, vous allez aussi arrêter de mettre de l'argent sur vos poids morts. C'est-à-dire que les produits où vous ne gagnez pas d'argent, ça ne sert à rien d'investir. Il faut se dire dans sa tête, je ne vais pas dessus en fait. Ça ne sert à rien, je m'en branle, je vais perdre de l'argent à le vendre. Donc, j'ai une grosse marge, j'ai un gros CPC, donc une position haute. Et je désinvestis sur les faibles marges. Ça, c'est vraiment très important à mettre en place dès que vous le pouvez en fait. Ensuite, ça, c'est ma vie, ça, ce truc-là. Je signe quasiment tous mes comptes et tous mes contrats grâce à ce putain d'indicateur. Le taux d'impression perdu budget. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une mauvaise adéquation. Si ce taux-là est supérieur à 10%, ça veut dire que votre compte, il est pété. C'est nul. Ce taux doit être environ à 0. Pourquoi? Si j'ai un taux à 50%, je vais prendre un exemple, je dépense 100 € par jour et je veux un héroïde 3. Tous les jours, je dépense 100 €, j'ai un héroïde 3 et j'ai un taux d'impression perdu budget à 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fois sur deux, j'apparais pas. Pourquoi? Parce que j'ai une adéquation toute pourrie entre mon budget et mon target héroïde ou mes enchères. Ça marche sur n'importe quel target CPA pour de la lead gen, ça marche pour tous les leviers. Surtout en search. Après, sur du YouTube Ads, c'est un peu différent parce que les algorithmes ne fonctionnent pas de la même manière, mais sur du search, du shopping, du PMax, ça, c'est important. Si vous êtes à 100 €, que vous avez 3 de ROI qui vous dit 50%, ça veut dire que vous pouvez dépenser 200 € et avoir 3 de ROI. Donc faire x2 sur votre business. Il y a 2 mois, j'ai récupéré un client, j'ai vu son compte, il m'a dit ce que tu peux auditer. J'ai regardé, j'ai fait, je peux faire x3 en 2 jours. Oh, il est où le contrat? Et on a fait x3 en 2 jours parce qu'il avait 85% de taux d'impression perdu budget. Il apparaissait que 15% du temps. J'ai juste changé le target ROI et augmenté le budget. Boum. Ça, c'est égal vivier de croissance. Donc, quand vous voyez sur votre compte que vous avez ça qui est très haut, il faut réagir très vite. Ensuite, les codes promo. Évidemment, quand vous êtes sur Shopping, quand vous avez des petits codes promo qui s'affichent comme ça, c'est game changer. 10% de remise, tout de suite, le client, il est là, waouh, ok, il y a un code en plus. Donc ça, mettez-les avant. Mettez-les, si vous avez un Black Friday, le Black Friday, ça tombe le 26, je crois, là, cette année, mais préparez votre pack maintenant, plan d'action commerciale. Préparez-le maintenant. Nous, avec Enzo, on fait ça à l'année. C'est-à-dire que le plan 2025, il est déjà entièrement créé là, sur l'ensemble des sites. Ça évite de se faire chier et puis surtout, vous passez avant les autres. Parce que si le gars, il a son code, qu'il le fait la veille, bah, c'est des validations humaines. En Inde, c'est des mecs qui valident humainement. Donc, si vous faites vos codes 2-3 mois avant, vous allez passer avant tout le monde. Vous allez avoir le code en premier. Et si vous avez le code en premier, on a toujours la même chose, c'est que j'ai un meilleur taux de clic, donc j'ai un meilleur ad rank, donc je paye moins cher. Et j'ai une augmentation du taux de transpo parce que j'ai une remise. Donc, c'est vraiment important de le faire tout en permanence. Voilà, ça c'était pour le petit résumé Q4. Ensuite, là, je vais vous faire un point sur l'évolution du tracking. On est dans une zone de turbulence où on a plein de choses qui bougent. La RGPD, Consent Mode V2, vous avez dû entendre parler de ça, Enhanced Conversion, ça bouge dans tous les sens sur le tracking et ça va pas arrêter de bouger. Donc, je vous refais un petit focus là-dessus. Consent Mode V2. Donc ça, le Consent Mode, c'est le moyen qu'a la Commission européenne d'engager Google à aller fliquer les annonceurs. Parce qu'en fait, ils ont mis RGPD, ça fait déjà 2-3 ans, et personne ne le prend. En fait. Personne met les CMP, les Cookie Management Platform, personne met les bandeaux. Et en fait, la Commission européenne, ils ont le ras-le-bol, ils ont dit à Google, ok, à partir de maintenant, tu vas obliger les gens à mettre la CMP, sinon ils ne feront plus de pub chez toi. Et donc du coup, Google, le seul moyen qu'ils ont de vérifier que vous respectez bien les lois RGPD, et ben ils ont mis en place le Consent Mode V2, qui est un algorithme et une IA qui permet d'aller modéliser la perte de conversion qui va être faite par les cookies. C'est-à-dire que vous avez votre bandeau de cookies, 60% des gens acceptent, 40% des gens refusent, vous ne mesurez plus 40% des conversions. Google, avec le Consent Mode, va venir, avec une IA et des tonnes d'algorithmes, venir modéliser le volume que vous perdez et les réattribuer à chacun des mots-clés, des produits, des machines.
Et donc, le fait de mettre consent mode V2, ça veut dire que vous avez une CMP active et donc vous respectez les lois de la Commission européenne. Donc ça, c'est obligatoire. Si vous ne le mettez pas en place, il y a une première limitation début 2024, vous ne pouvez plus utiliser les audiences. Donc vous ne pouvez plus faire de remarketing, ce qui est très embêtant pour les campagnes performance. Deux, à partir de, alors ça devait être à partir de là, mais en fait ils se sont dit Google, on a quand même envie de gagner de l'oseille, donc on va faire ça, on va pas le faire pendant Q4, c'est un peu dommage. Donc début 2025, a priori, ça risque de bouger, vous n'avez plus de conversion. Donc là c'est Gilbert Montagnier, vous êtes à l'aveugle. Vous ne pouvez plus piloter vos campagnes, donc ça sert à rien d'investir. Donc il faut absolument le mettre. Et troisième limitation à venir, alors je sais pas quand ça va être, ils suspendent les comptes. Donc ils suspendent terminé. Donc ça c'est vraiment important de le mettre, le consent mode V2. Ensuite, du coup, le consent mode V2, je l'ai déjà expliqué, ça modélise les conversions. Donc, par contre, attention, du jour au lendemain, vous allez mesurer toutes vos conversions, quasiment. C'est-à-dire que vous mesuriez peut-être la moitié, parce que vous perdiez la moitié avec vos cookies, vous mettez le consent mode V2, vous mesurez tout. Donc, si vous aviez 2 de ROI, vous passez à 4. Donc, attention à bien réévaluer vos objectifs en fonction de ce que vous allez nouvellement mesurer. Vous ne pouvez pas rester sur les mêmes objectifs puisque vous allez mesurer beaucoup plus de conversions. Donc évidemment, vous risquez d'investir beaucoup plus. Donc ça, c'est important de le faire et de réévaluer les objectifs. Ensuite, il y a l'autre partie qui n'est pas obligatoire, mais moi que je conseille de mettre, c'est Enhanced Conversion. Ça permet d'aller modéliser les deux versions en utilisant les données first party. Le numéro de téléphone, le mail, l'adresse, tous les internautes qui refusent les cookies, qui ont des adblockers. Ça permet d'aller justement, Google va récupérer par exemple l'ID du compte Gmail, il va aller le matcher avec la conversion et ça va permettre de remonter la conversion dans le cas où la personne n'a pas accepté les cookies. Donc ça c'est aller en mesure 5-10% de mesure en plus. Donc ça c'est à mettre parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe au target ROI, donc on parle aux algos, on parle à l'IGAR. Plus tout qu'elle soit puissante, il lui faut de la data, donc plus vous mesurez, plus vous nourrissez l'algo, plus vous gagnez d'argent. Donc ça c'est vraiment important de le mettre en place partout. Ensuite sur le tracking, donc ça c'est vraiment le nerf de la guerre, hein, et que ce soit pour Q4 pour n'importe quelle période de l'année. On l'a encore vu avec Lenny, il n'est pas là, mais il y a 2 jours, il dit j'ai un problème sur mon compte, qu'est-ce qui se passe? Bah, ton tracking il marche pas en fait. Pas de tracking, pas d'algo, pas de vente. Donc quand vous faites vos campagnes, il faut bien que vous compariez vos données que vous avez dans Google Ads avec ce que vous avez dans votre Google Analytics ou votre Triple Whale, n'importe quelle autre plateforme que vous avez de l'attribution, pour vérifier que ce que vous remontez est cohérent. Parce que si vous remontez des mauvaises données, évidemment, l'algorithme, lui, ne comprend pas ce qui remonte. Là, j'ai encore vu un compte, hier, on va parler avec Corentin, la vente qui était remontée, c'était la visite. Donc évidemment, les 100% de taux de conversion, l'algorithme, il part temps. Et c'est un cas sur 2, nous, quand on récupère un compte, le tracking est pété. Et si le tracking est pété, Et il y a souvent des différences entre Analytics et Google Ads. oui, il y a toujours des différences, mais si tu remontes 10 000 € de CA dans Analytics et que tu en remontes 25 000 dans Google Ads, c'est qu'il y a un gros problème. Tu as trop de chiffre d'affaires. Donc est-ce que les datas sont cohérentes? Quelle est ma part de mon search, de mon acquisition SIA AdWords dans mon global? Et donc quel objectif je mets en fonction de ça? Quel est mon repeat? Quel est mon repeat business? Combien par exemple, pour Fabien et Lucas qui vendent du CBD, on peut très bien viser un ROI de 1 en fait. Parce que d'ailleurs mon repeat business il est tellement fort que du coup je sais que je vais gagner de l'argent. Et nous on a plein de clients comme ça dans la nutrition notamment, où on va aller viser un ROI assez bas. Et justement, on sait que la personne d'ailleurs va racheter plusieurs fois. Et donc du coup on peut faire un ROI quasiment à l'équilibre pour aller chercher de l'acquisition de nouveaux clients. Et du coup, là-dedans, nous, on avait un problème. On avait effectivement un ROI de 1,5. Est-ce qu'on a déjà un petit peu testé les as sur ma chaîne CLE, on aura c'est pas les cons à passer outre. Quand tourner, quoi. Exactement. C'est plus du coup, on avait un ROI de 1,5. On s'est dit, bon, bah, c'est parfait, nickel, vu qu'il est dur et pin, c'est bon. Sauf qu'en fait, on avait 1,5, mais il venait chercher aussi des clients qu'on avait déjà en base. Ce qui fait que du coup, on payait extrêmement cher pour ce client-là. On passe une commande, de base, c'est simple. Tu dois enlever tes listes de clients. Ouais. Donc ça, je vais vous montrer après. Il y a un outil là-dessus. Et 2, alors si c'était les campagnes que j'avais vues, c'était que vous achetiez votre marque. Oui, alors non, c'était vraiment sur Meta, c'était pas sûr. Ah, c'était sur Meta avec toi. Et oui, effectivement, il y avait eu ça.
Voilà, donc ça, il faut faire attention à ça aussi. Pareil, quand vous avez une énorme marque, vous ne pouvez pas mettre le même héroïque que si vous avez une petite marque, parce que évidemment, la marque, c'est les puissants. Nous, on a des comptes avec des ROAS de 10. Ah, mais on va, putain, 10, c'est non. Ben non, c'est pas sûr. C'est juste que la marque, elle est tellement costaud. Puis ça dépend le business. Des fois, c'est ce que tu me disais. Parfois, les mecs, il leur faut 2 de ROS, parfois, il leur faut 6. Ouais, parfois, Ça dépend du business. Mais quand la marque est puissante, vous avez évidemment héroïque qui est très fort. Donc il faut vraiment ajuster votre objectif dans Google Ads. Dans mon sens, c'est pas un bon objectif. Il n'y en a pas en fait. Ça dépend de votre SEO, ça dépend de votre CRM, ça dépend de votre produit, ça dépend de votre marque, ça dépend de plein de choses. Donc ça, il faut vraiment réussir à le définir en compte toutes ces datas. Ensuite, là c'est aussi un élément important, c'est prendre en compte les délais de conversion. Si je vends une paire de chaussettes ou une paire de tongs, je n'ai pas le même délai de conversion que si je vends un meuble ou un canapé design à 5 000 balles. Donc ça, il faut le prendre en compte dans vos datas. Là, je vous ai Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Johan, s'il te plaît? Est-ce que tu peux expliquer ça un peu plus précisément? Bah, ça veut dire que, là, je vous ai mis un exemple. Vendeur de tongs, 94% des conversions se font en un jour. 6% se font en 2 jours ou plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je regarde mon ROI de la veille, mon ROI ne va pas bouger. Par contre, là, 59% des conversions se font le jour même, 40% se font entre 2 jours et plus. Si je regarde aujourd'hui mon ROI de la veille et que je le regarde dans 30 jours, il aura fait x2. Parce que j'ai la moitié des conversions qui remontent après. Donc ça, attention à ça, c'est vraiment important. Je le mets ici. Plus la fenêtre de conversion est longue, plus vous devez regarder vos datas sur une longue période. Si vous regardez, si la personne met 30 jours à convertir et que vous regardez vos conversions sur la semaine d'avant, vous allez faire un AVC parce que vous allez avoir un ROI de 1. Et je suppose qu'il y a aussi un truc à jouer là-dessus qui est lié à tes sources d'acquisition. Si tu as un 20 clients, tu sais qui pourrit dans les 4. Ouais. Bah, tu as peut-être plus tendance à raccourcir la fenêtre de conversion parce que tu vas te dire si le mec revient après, peut-être qu'il a vu le blower sur Facebook, Google va aller récupérer de la valeur alors que c'est plus attribué à Facebook, quoi. Alors ça, c'est vraiment dans Google Ads. C'est vrai pour prendre les données de Google Ads. Ça, c'est que Google Ads. Ouais, mais justement, pour éviter peut-être du double suivi, tu vois. Ouais. Bah après, le truc, c'est que sur de la petite fenêtre de conversion, oui. Sur de la grande, non. Parce que sinon, tu vas pas avoir tes mains. Tu vas pas les voir. L'algorithme, lui, enfin, le tag de conversion, il mesure à 30 jours. Donc aujourd'hui, 1er novembre, je ne connaîtrai mon ROI global que le 1er décembre, 30 jours après. Parce que 30 jours après le dernier clic. Donc, et on le voit avec Benzo et Tristan, on a des comptes où on va vendre des produits vraiment pas chers et le ROI il bouge pas d'une semaine à l'autre. Par contre, on a un compte qui vend des lampes très chères. Et là, pour le coup, il faut qu'on prenne à 30 jours. Parce que si on regarde sur la semaine d'avant, on a un ROI de 1,5. Donc tu as un ROI de 1,5, tu fais ah putain, je baisse mes positions. Mais en fait non, parce que le ROI de 1,5 se transforme en ROI à 3 en fait. Puisque mon délai de conversion est très grand. Donc ça c'est vraiment prendre en compte. Vous avez il y a un outil d'attribution à l'intérieur de l'interface qui vous donne ces datas là. Et vous devez prendre ces datas là pour piloter vos campagnes. Pour pas surinvestir à un moment ou justement sous-investir. On peut avoir tendance à sous-investir quand on est dans le cas numéro 2. Donc ça sert à rien de contrôler jour par jour. Jamais. Sauf si tu vends des trucs, sauf si tu es là. Sauf si tu es là. Si tu es là, tu peux regarder à la journée. Je conseille toujours de regarder quand même sur au moins 7 jours parce qu'il y a des variances importantes entre les journées. Mais si vous êtes là, vous pouvez regarder sur 7 jours. Là, dans ce cas-là, on regarde sur 30 jours, on regarde sur 2 mois, on regarde sur des longues périodes. Quoi. Toi qui vas faire de l'agence de voyage haut de gamme, tu vas être dans ce cas-là. Donc tu pourras modifier ton tracker pour le mettre à 60 jours, peut-être 3 mois. Parce qu'une personne qui va dépenser 10, 15, 20 000 balles dans un voyage, elle va pas le faire en un jour. Elle va le faire en... Mais où est-ce que tu peux choper l'information de gauche? Est-ce que c'est sur ton historique à toi ou est-ce qu'il y a des... C'est dans ton compte. Ah, ok. C'est dans le compte. L'historique global du marché, où tu sais que les chaussures... Alors si, tu peux trouver sûrement des datas, mais par marché. Mais tu l'as pour toi, là, ça c'est vraiment ta data à toi dans ton compte, quoi. Du coup, après, avec ça, tu peux aussi piloter ta campagne Facebook, etc. Alors ça, c'est une donnée qui est dans Google Ads. Des outils comme Triple Whale vous donnent ça au niveau global. Donc comme ça, vous pouvez voir les interactions entre les sources. Ok, le mec, il a fait quoi? Il a fait un clic Google. Ensuite, il a fait un clic sur
sur une campagne Facebook. Et donc, du coup, tu peux voir un peu tout le chemin de conversion qui est fait. Ça va là-dessus? Ok. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on est des dompteurs d'algorithmes, et donc il faut leur parler aux algorithmes, il faut leur murmurer à l'oreille des mots doux. Là, vous allez arriver quand vous arrivez comme ça dans des pics saisonniers, comme le Black Friday, c'est bien d'utiliser ce qu'on appelle des contrôles avancés. Les contrôles avancés, c'est vraiment assez caché dans l'interface. C'est dans les outils paramètres, contrôles avancés, et vous pouvez faire ce qu'on appelle des ajustements de saisonnalité. Pour un Black Friday, par exemple, c'est clairement utile. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire à l'algorithme, écoute mon petit algorithme, du 20 au 26, je vais être en promo Black Friday, mon taux de transfo va augmenter de 20%. Donc, si vous dites ça, évidemment, vous allez, par contre, vous allez investir de ouf, hein, mais vous allez prendre toutes les premières positions parce que vous avez prévenu l'algo qu'il allait avoir une promo et une augmentation du taux de transfo. Ça, c'est valable en e-commerce pour n'importe quel produit. Séverine, si tu fais demain un lancement et que tu as une offre qui est un peu intéressante, boum, tu fais ça, tac, et ça, tu pars beaucoup plus haut dans les positions. Alors attention hein, quand même, parce que évidemment Google, lui, il est très friand de ce genre de truc. Si vous lui dites attention, mon ROI, je vais augmenter mon taux de transfo de 20%, lui, il va appuyer sur l'accélérateur. Donc attention quand même à pas trop, Ah bah voilà, il faut être certain. Donc faut prendre les données c'est bien de prendre des données historiques. De dire, ok, l'année dernière, qu'est-ce qu'il a fait mon taux de transfo? Est-ce qu'il a fait 10, est-ce qu'il a fait 15, est-ce qu'il a fait 20? Et se mettre quand même un peu en dessous. Et en même temps, vous allez baisser un peu votre target ROI, ce qui va permettre de prendre les positions. Donc c'est vachement intéressant, mais attention quand même. Là où il est vraiment intéressant, cet outil aussi, je trouve, moi, c'est... Parce que là, je vous dis, il y a le Black Friday, les taux de transfo augmentent, mais après le Black Friday, les taux de transfo, ils chutent, ils se pètent la gueule. Donc ce qui est bien de faire, c'est d'aller dans votre compte et de dire à Google, ok, à partir de demain, pendant 2-3 jours là, mon taux de transfo va se casser la gueule, ma promo, il n'y en a plus. Il n'y a plus de promo. Donc du coup, mon taux de transfo va se vautrer complètement. Donc là, vous montez vos targets ROI, vous baissez toutes vos positions du coup, et en plus, vous prévenez l'algorithme, attention, le taux de transfo va baisser, prends-le en compte dans l'analyse et dans le placement des pubs en fait. Donc ça, vraiment, c'est très puissant, c'est assez planqué dans l'interface, mais c'est vraiment très puissant. Pareil, pour boucler du coup avec la notion de tracking de tout à l'heure, quand vous avez justement des bugs de tracking, des trackers qui marchent plus, ou que vous avez, je sais pas, votre site qui a été down pendant une journée, ou même pendant quelques heures, vous pouvez aller voir l'algorithme et lui dire, écoute, ne prends pas en compte cette période, parce que mon site n'était pas disponible. Ce qui permet à l'algorithme d'enlever et de continuer à optimiser sans prendre en compte cette période. Parce qu'évidemment, si votre ROI est tout le temps à 2 ou tout le temps à 3 et que pendant 2 jours, vous n'avez pas de tracking, évidemment, le ROI de la semaine, il passe à 1,5. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'algorithme? Il baisse toutes vos positions, il baisse vos investissements, il baisse vos conversions. Donc, c'est un peu relou. Donc, le fait d'aller lui dire « ne prends pas en compte cette période-là », ça va le permettre de repartir tout de suite. C'est ce qu'on a fait avec Lenny, du coup, il y a 2 jours. C'est ce qu'on fait souvent dès qu'on a un peu. Voilà. Mais Lenny, il n'avait pas de tracking pendant une semaine. Donc, du coup, on a exclu la semaine. Et là, du coup, ça repart, quoi. OK, donc si je dois faire un petit résumé des petites takeaways que vous devez retenir, c'est consent mode obligatoire, adéquation, vos adéquations objectifs Google Ads global, vraiment à checker. Quel est votre délai de conversion et parlez aux algorithmes. Préparez-les, dites-leur quand le taux de transfo va monter, quand le taux de transfo va baisser. C'est très important. Ça va là-dessus? Je passe sur notre ennemi, Performance Max. Donc, qui fait du Performance Max? OK. Qui aime bien Performance Max? Ils ont sorti là, a priori une fonctionnalité bêta pour commencer à explorer les mots-clés. Ouais, ça y est. Ça, c'est sorti il y a quelques mois, je pense. Ça va sortir, ça sort aux US et ça arrive. Ouais. Ouais. Ça arrive. Donc Performance Max, c'est un outil qui est sorti chez Google il y a 3 ans, je pense. Donc là, on était tous, oh là là, on va tous mourir, Performance Max va nous remplacer, c'est fini, terminé, affaire réglée. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un faible taux d'adoption de Performance Max. Il y a quand même des lourdes déceptions chez beaucoup d'annonceurs et chez beaucoup de média buyers. Donc Google revient un petit peu en arrière. Et
Pmax ne va plus être prioritaire. C'est-à-dire que vous pourrez très bien avoir une Pmax et une shopping qui tournent en même temps. Et donc faire du test. Pouvoir tester vraiment entre les deux, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Ce qui va déterminer le fait que Pmax ou shopping va sortir, c'est ce que je vous disais au tout début de la présentation, l'ad rank. Est-ce que j'ai un bon ad rank en fonction des deux campagnes? L'exclusion de mots-clés arrive dans Pmax. Donc ça, c'est incroyable. Moi, ça me incroyable. Ah, je kiffe. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'en fait, là où Google avait voulu sortir un outil boîte noire, très peu optimisable, mais très simple à mettre en place, et donc du coup qui nécessitait pas forcément de media buyer. Très franchement, il y a certaines Pmax, tu lançais, puis il n'y a rien à faire en fait. Mais là, en fait, ils reviennent vraiment en arrière, et l'outil va donc devenir de plus en plus compliqué, et donc il va devenir, il va vraiment falloir des media buyers pour les gérer, quoi. Moi, c'est très bien, moi, je suis très content. Parce que du coup, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui sauront le dompter le Pmax. Parce que le Pmax, c'est vraiment très complexe, en fait. Donc voilà pour les actus Pmax. Donc l'année dernière, je vous ai sûrement dit dans ma conférence que Pmax c'était de la merde. Et là, je commence à dire un peu qu'il faut tester les deux. Parce que ça devient intéressant, en fait. Là, ça devient... Dans 6 mois, ça se voit maintenant. Dans 6 mois, ça se trouve, c'est le truc à déployer partout. Ouais, je pense. Je pense que dans 2025, je refais une conférence, je vous dis d'aller tous sur Pmax. C'est fort possible. Alors, qu'est-ce que c'est Pmax? Pmax, c'est une campagne sur l'ensemble des réseaux de Google. Donc, du coup, on se dit, et c'est une boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où on va, on ne sait pas exactement où on investit, on ne sait pas exactement ce qui se passe. En fait, ça permet quoi à Google? Parce qu'en fait, Google, c'est quoi? Google, c'est du search, super puissant avec des taux de transfo de ouf, c'est du shopping, transfo de ouf, c'est du remarketing, transfo de ouf, YouTube, il y a des trucs pas mal aussi, mais c'est aussi un inventaire display. Un inventaire de millions de sites qui sont des fois tout pourris, en fait. C'est des applis mobiles, c'est tout un tas de trucs. Et en fait, ça permet quoi? Quel est le problème de Google à la base? Le problème de Google, c'est de dire, putain, tout le monde fait du search, tout le monde fait du shopping, mais personne ne veut faire du display. Parce que le display, c'est de la merde. Parce qu'en fait, voilà, le taux de transfo sont claqués. Comment on va leur vendre? Comment on va les obliger à aller sur le display? Comment on va vendre ces inventaires qu'on n'arrive pas à vendre? Comment on va faire? Eh ben, on va faire une Pmax. On va faire une Pmax, comme ça, on va tout mettre dedans. Et puis le mec, il verra pas qu'en fait, il a un écart type incroyable parce qu'il a des clics à 5 € en search, mais il a aussi des clics à 1 centime sur des applis mobiles toutes claquées au sol. Et au final, au global, ça fait 0,50 centimes. Très bien. L'annonceur voit rien. Boîte noire. Difficulté de mesure. Donc moi, là, j'ai mis juste un exemple de dialogue que j'ai déjà eu avec un client qui fait « Ah putain, Pmax, c'est génial !» Ouais, mais tu investis où? Tu sais où tu investis? Ah bah non, mais c'est rentable. Ouais, mais en fait, on va analyser. Ah ouais, mais tu investis 70% de ton budget, il passe sur ta marque. Bah oui, évidemment que c'est rentable. Donc, et branding, remarketing. Donc en fait, le but, c'est quoi? C'est une boîte noire et vous allez dire à Google « Je veux 5 de ROI ». Ok, qu'est-ce qu'il fait Google? Il envoie tout sur la marque, tout en remarketing. Et peut-être qu'il fait du 7, 8, 10 de ROI là-dessus, et le reste, il fait du 2 de ROI, et au global, ça fait du 5. Donc, boîte noire, difficulté de mesure. Donc ça, c'était un peu comment dirais-je, les points noirs de Pmax. Par contre, ce qui est super, c'est que vous investissez avec une seule campagne sur l'ensemble du réseau, avec du remarketing, de l'acquisition. Donc, c'est cool, sur le papier, c'est cool, mais vu qu'ils ont tout verrouillé, c'était pas cool. Et donc là, ils sont en train de déverrouiller, et ça va devenir, je pense, de plus en plus intéressant. Donc du coup, constat numéro... Si déverrouille tout, ce sera une campagne ROAS actuelle avec la possibilité... non, parce qu'en fait, tu vas sur tous les réseaux, donc tu vas pouvoir... tu vas pouvoir lui dire, vas-y, fais un peu de YouTube ici, machin. Pour Athènes, tu veux pas faire display, par exemple, dans ta Pmax? Non. Mais ça, je vais vous montrer des trucs là-dessus pour après. Il y a quand même des scripts, il arrive à bloquer un peu de YouTube, il arrive à bloquer des trucs. Ouais, tu as des scripts, tu peux bloquer des choses. Et puis surtout, en fait, c'est de la structure, en fait. La Pmax, c'est comment tu structures au début. Et c'est comme ça que tu vas réussir à la dompter, quoi. Donc le constat numéro 1, c'est quoi? C'est qu'on est sur une boîte noire multi-réseau, avec une variance énorme. Donc on va avoir des campagnes et des mots-clés et des clics ultra rentables, et on va avoir des clics tout pourris. Donc la solution, c'est de se dire, ok, mais comment je fais pour éviter et pour pouvoir bien séparer le cœur de la machine, et ce qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire c'est shopping, du reste.
Donc nous, on a fait énormément de tests. Moi, j'ai pris pas mal de formations et j'ai beaucoup discuté avec d'autres consultants sur le sujet. Et nous ce qu'on a comme résultat et qui fonctionne le mieux, c'est une PMax qui va avoir un flux shopping et aucun asset. Parce qu'une PMax, je rappelle, c'est votre flux shopping, des titres, des descriptions, des vidéos, des images, vous blindez. Normalement, c'est ça. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une PMax avec le flux shopping, mais aucun asset, 0 asset. Donc comme ça, en fait, ce qu'il va faire, c'est que vous allez apparaître sur tout le réseau, mais uniquement avec votre flux shopping. Vous n'allez pas faire de YouTube Ads. Enfin, non, vous n'allez pas faire de YouTube Ads, vous allez faire du YouTube Ads un petit peu sur les côtés en remarketing. Vous n'allez pas faire de preview, de YouTube, de pub for action, tout ça quoi. Rien, pas d'image, exclusion du DSA. On l'empêche d'aller faire du DSA, on l'empêche d'aller utiliser les URL, les composants automatiques activés, on désactive. Que du flux shopping. Et ça ressemble un petit peu, alors ceux qui faisaient du Google Ads il y a 4-5 ans, vous avez peut-être connu Smart Shopping. Ça ressemble à une Smart Shopping en fait. C'est le flux shopping, plus du remarketing, plus un peu d'acquisition sur du display. Donc vous avez votre remarketing dynamique. Et donc du coup, là-dedans, vous n'avez pas de pollution de search, vous n'avez pas Google qui va aller acheter votre marque comme un énorme bourrin pour faire monter votre ROI. Et vous n'avez pas de display et de YouTube Ads. Donc là, vous avez du shopping pur. Et vous n'avez pas, c'est pas boosté sous stéroïde de marque en fait. À part qu'il y a la marque quand même shopping, mais vous n'avez pas la marque search qui vient toujours booster les campagnes. Et c'est ça qui était très embêtant dans la PMax. Et ensuite, vous faites une autre PMax où vous excluez votre flux et là, vous mettez tous les assets possibles. Alors par contre, attention, la PMax là-dessus, il faut que les assets soient incroyables. C'est des belles vidéos, c'est des belles images travaillées, c'est pas des vieux trucs dégueulasses. Voilà. Vous pouvez utiliser l'IA, d'ailleurs Google est en train de lancer l'IA à l'intérieur de la plateforme pour créer vos vidéos et vos images automatiquement directement dans l'interface. Donc ça permet quoi? Ça permet d'apparaître en DSA, en search, donc DSA search, en YouTube Ads, sans piquer la performance de shopping. Donc vous allez pouvoir vraiment séparer les deux. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'en général, ici, on a des ROS de dingo, hein, on est à 3,5, 4, parce que évidemment, vous avez l'essence, le jus vraiment de la performance est là. Et ici, en général, c'est pas ouf. Ce qui est normal, mais sauf qu'avant, ils mélangeaient tout, et donc du coup, c'était cool. Et pour eux, mais pas pour vous. Et du coup, là, vous avez une campagne. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est de la vraie acquisition sur du display. Donc ça, c'est cool quand même. C'est quand même intéressant de la voir, de la tester. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre un objectif assez haut ici, peut-être 3, et ici de vous mettre un objectif assez bas, peut-être 1,7, pour être un peu plus bas, et aller faire de la nouvelle acquisition, surtout si vous faites du repeat business derrière, ça permet d'aller chercher du volume complémentaire. Si après tu as une campagne brand en search en plus, là c'est vraiment à l'intérieur de PMax, en classique. Ouais, il faut vraiment, pour éviter que Google aille vous bouffer sur de la marque, il faut acheter tous vos mots-clés marques en exact. Tous, vous les achetez tous. Avec .fr, .com, vous achetez tout ce que vous pouvez en search pur, en exact. La théorie est que PMax ne va pas dessus. La pratique est qu'il y va quand même un peu, mais la théorie est que normalement, il ne va pas y aller. Ensuite, ça c'était pour le constat numéro 1. Constat numéro 2, c'est quoi? C'est OK, PMax prend tout le trafic de marque, et donc du coup, quand j'ai une marque extrêmement puissante, c'est relou, parce que du coup, je ne peux pas analyser. Je ne peux pas analyser mes performances. Et je ne sais pas vraiment quelle est ma vraie acquisition. Donc nous, on a un client comme ça qui a une énorme marque, parce qu'il a fait de la pub télé, et en fait, on remarquait que en fait, PMax, on dépensait entre 8 et 15 000 euros par mois sur les mots-clés marques sur Shopping. Là, tu fais putain, comment je fais faire pour dompter ça, quoi? Parce que du coup, PMax, il boostait la marque. Et en fait, je voyais le coût marque qui augmentait. Je fais putain, là, il faut qu'on trouve une solution. Donc la solution, c'est la suivante. Donc depuis qu'on a mis ça en place, ça cartonne. Vous pouvez exclure la marque sur PMax. Vous pouvez dire à Google, ne va pas sur ma marque. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une PMax avec la marque inclus. On lui a dit, OK, va sur la marque. Par contre, je veux un ROS de 15. Et on a fait une autre PMax avec la marque qui est exclue, tu n'as pas le droit d'aller sur la marque. Et par contre, mon ROS, tu peux aller à 2,5, 3. Donc, ce qui se passe, c'est que Google, automatiquement, toute la marque, il la met là. Parce que là, il peut y aller. Non, il met toute la marque ici. Et le hors-marque, évidemment, le hors-marque pourrait très bien aller là. Mais vu que je lui demande de faire du 15, il n'y va pas. Donc, tout le hors-marque va ici, toute la marque va là. Et donc, vous séparez comme ça
le trafic marque, hors marque de Pmax. Et en plus, du coup, vous pouvez... La Pmax, tu disais pourquoi le budget pour augmenter sur la vente. Alors tu me dis que tu peux la bloquer la marque sur la Pmax. Parce qu'au début, si tu veux, on était dans ce cas-là. On était dans Pmax Shopping, Pmax sans flux. Et en fait, on remarquait que Pmax, c'est Pmax dans Shopping. Tu sais, quand tu tapes ta marque, tu as des shoppings qui apparaissent. Et on remarquait, et ça c'était quand j'étais en shopping standard, je regardais, tu sais, tu fais un rapport de requête, tu regardes le nom de ta marque, puis on voyait le coût qui augmentait de semaine en semaine, de mois en mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google, il place tout le monde sur les mots-clés marques de tout le monde. Demain, tu tapes, je veux dire, tu tapes n'importe quelle marque de chaussures, tu tapes Zalando, tu as Sarenza, tout le monde est en concurrence sur les mots-clés marques. Et c'est là que Google a son relais de croissance, c'est qu'il fait des CPC marques à 1, 2, 2 euros. Et alors, toi, dans votre situation, tu arrives à explorer cette marque. Et donc, du coup, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a dit, OK, bah, on va continuer. Bah, si tu exclus ta marque de Pmax, c'est tes concurrents qui sont là. Et donc ça, c'est mort. On ne peut pas l'accepter parce que tes concurrents te piquent ton business. Tu montes un ROS 15, donc tu es sur ta marque, tu continues à être dessus, mais au lieu de dépenser 15 000 balles par mois et d'avoir des CPC à 2 euros sur ta propre marque, tu te retrouves à dépenser peut-être que 7 000 et avoir des CPC à 40 centimes. Et tu es toujours sur ta marque. C'est juste qu'au lieu d'avoir 12 positions comme un énorme bourrin et que tes concurrents arrivent en 13, 14, 15, 16, bah, tu as peut-être que les 5 premières, ton concurrent il est peut-être en 6, mais sauf que du coup tu divises par 2 ton coût et l'internaute te cherche toi, donc il va venir te voir. Et du coup, est-ce que tu arriverais par exemple dans un cas particulier là, enfin c'est pas un cas particulier, c'est justement à éjecter du Temu, du AliExpress, des choses comme ça? Ah non, tu peux pas. Tu peux pas? Tu peux pas. C'est-à-dire que empêcher que les concurrents viennent sur ta marque. Bah, essayer de placer en première fiche, par exemple sur Goodbill, on a 4-5 images shopping, essayer que ça soit que toi. Oui. Tu sais, sur la 6e, 7e, tu vois, essayer de centraliser sur ta marque. Donc là, par exemple, c'est les premières images shopping qui arrivent. Ah bah c'est le but de... Moi, mon média buyer Google, chaque fois, il avait pour faire des optimisations, je me retrouvais toujours en 2e ou 3e avec du T. Sur ta propre marque, sur ton mot-clé marque ouais. Sur ton mot-clé marque. Ok. Ça, c'est ouf, quand même. C'est très rare, ça. C'est peut-être mauvais, tu vois. Je sais pas. Peut-être. Ouais, non, mais... bah là, justement, en séparant les deux, en mettant ROS peut-être un peu plus bas sur la marque, ça t'aurait permis de récupérer tes positions. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui fonctionne bien. Et donc, ça donne quoi? Ça donne ça. Ça donne qu'on a des Pmax sur du hors-marque, avec par typologie de marge. Donc ça donne ça, typologie de marge, Pmax, hop, TRS entre 2 et 3 en fonction du taux de marge, des Pmax branding, TRS de 15. Et si je vois que le coût sur la marque commence à remonter, je passe à 20. Et comme ça, je contrôle Google en lui disant non, arrête de dépenser sur la marque, moi ce que je veux c'est ça. C'est de l'acquisition de nouveaux clients. La marque, je me protège. C'est ça. En fait, c'est un jeu d'équilibriste, parce que c'est de se dire, si je lui demande 30, bah, je ne vais plus apparaître et c'est mes concurrents qui vont apparaître sur ma propre marque, ça je ne veux pas. Mais si je lui demande du 10, il bombarde et je paye très cher. Donc l'idée c'est de jauger en bougeant ton target ROI pour pouvoir avoir le bon équilibre entre je suis sur ma marque, mais je ne me fais pas enculer par Google. Ok, ensuite Performance Max. Performance Max, il faut, je répète, je l'ai dit 10 fois, je vais le dire une 11e, il faut dompter les algorithmes, il faut leur parler. Performance Max, c'est encore plus vrai que les autres campagnes. Pourquoi? Parce que c'est que 100% algo et intelligence artificielle. Donc, quand vous faites des Pmax, surtout au début, faites des thèmes de recherche. C'est nouveau, ça vient de sortir, ça permet d'injecter des mots-clés dans vos Pmax et de dire à Google va sur ce genre de mots-clés. C'est ça, ils sont là, mes clients, ils sont sur ce genre de mots-clés. Et là, on a fait un test sur un client qui fait de la lead gen. Donc, je suis désolé, j'ai pas mis un e-commerce, j'ai mis un lead gen. Mais c'est le même principe, c'est que on a fait un groupe de composants avec des gens qui cherchent des mots-clés sur de l'emploi, d'autres qui cherchent sur de l'argent et d'autres qui cherchent sur devenir riche, argent, devenir millionnaire, machin. Et là, tout ce qui est sur télétravail. Tout le reste est exactement la même chose. Même objectif, même créa, même asset, tout pareil. 85 000 € de dépenses, 22 000 conversions, 3,80 de CPA, 23 000, 6 000.
Juste en ayant changé les thèmes de recherche, on a fait x4. Donc ça, c'est vraiment important. Tu mets les thématiques. Après, j'ai une autre slide sur un autre truc qui est vraiment très important à mettre. Mais là, tu lui donnes des thèmes de recherche. C'est-à-dire, si tu vends des savons, tu vas lui mettre savon de Marseille, tous les mots-clés, tu peux en mettre une trentaine, je crois. Donc, il faut vraiment être précis. Une fois que votre PMax tourne, vous avez accès aux insights de recherche. Et sur les insights de recherche, vous allez pouvoir voir les mots-clés principaux qui sont tapés par les internautes et qui ont fait des ventes. Régulièrement, vous allez voir ça et vous allez injecter dans vos thèmes de recherche. Et ça permet toujours de nourrir PMax et d'aller chercher des nouveaux clients. Mes clients cherchent de l'emploi, en fait. Ouais. Non. Non, exactement. Exactement. Et là, la campagne emploi est en train de skyrocket, alors que les autres, elles sont en train de tomber, quoi. Là, les écarts sont complètement ouf, quoi. Et la dernière, emploi télétravail, pourquoi tu as fait ça? Ben, c'est en fait pour séparer les gens qui vont chercher emploi, job, travail, et là, c'est télétravail, travail à la maison, machin. Ouais, mais il a un volume tout pété. C'est juste que ça permet. La fenêtre, c'est la même pour les 3 campagnes. Ah là, c'est un temps réel, ouais. C'est juste que là, le volume est incroyable et là, il est juste faible parce que je suis sur des mots-clés peut-être un peu plus précis. Par contre, j'ai un taux de transfo qui est. Non, c'est le CPC qui est un peu plus bas, ce qui nous donne un CPA plus bas. Donc, ça, thème de recherche super important. Et deuxième point, encore une fois que vous parlez aux algorithmes, c'est d'aller mettre des audiences. Donc, attention, vous avez accès à toutes les audiences. Vous avez accès aux audiences de Google, les audiences que vous donne Google. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre des audiences très larges, genre je vends des meubles, je peux très bien mettre l'audience maison ou l'audience déco. Bah, mais c'est trop large en fait. L'idée, c'est d'orienter l'algorithme. Donc pour orienter l'algorithme sur les audiences, moi je conseille de ne pas en mettre trop, mais de mettre des audiences ultra précises pour lui dire regarde, mes clients sont là. Et pour faire ça, le mieux, c'est de mettre des audiences qu'on appelle des audiences first party, c'est-à-dire les audiences de votre site. Les mecs qui ont mis au panier, les gens qui ont acheté. Donc, vous rentrez toutes vos bases de données dans Google Ads et vous les mettez dans vos performances max. Et ça permet du coup d'aller dire à l'algorithme, va voir mes converteurs. Mes converteurs sont comme ça. Ça, c'est mon audience qui convertit. Donc, qu'est-ce qu'il fait Google? Il regarde qu'est-ce que font les gens qui convertissent sur votre site et ils vont aller chercher tous les gens qui leur ressemblent. Et PMax va se caler beaucoup plus vite. Moi, ce que je conseille aussi, c'est de créer ce qu'on appelle des audiences d'intention personnalisées ou custom intent. Et vous créez des custom intent sur vos concurrents. Il y a une custom intent qui s'appelle URL. Vous pouvez dire, vous prenez l'ensemble de vos concurrents, l'ensemble de leurs URL, vous les mettez dans custom intent et tu dis à Google, cible-moi tous les gens qui sont intéressés par ces URL et qui les ont visités. Donc là, du coup, vous ciblez tous les gens qui ont été chez vos concurrents. Donc vous ciblez évidemment vos clients potentiels, mais qui ont acheté ailleurs. Ça, c'est très puissant. Donc, si je fais un petit résumé sur notre ami PMax, séparer shopping des autres réseaux, vraiment primordial. Séparez votre marque quand vous avez une marque puissante. Si votre marque est puissante, vous la séparez. Ah. Si la marque n'est pas puissante, si la marque est faible, ce que je vous ai montré sur le truc de séparer la marque, ne le faites pas en fait. C'est vraiment quand votre marque est forte. Ajoutez les thèmes de recherche et ajoutez les audiences first party. Ça, c'est vraiment important. Ok, là, je vais passer... Ça va sur le temps, Enzo? Oui. Ouais, c'est bon. Là, je vais passer sur des stratégies un peu plus avancées, sur des choses que nous, on a testées, qui ont bien marché, des tests un petit peu... Ouais, alors, pas forcément... Ouais, donc, ça, typiquement, c'est un truc qu'on a échangé avec Yoann et c'était hyper important pour moi qu'il puisse vous amener là. Vous êtes des profils avancés, vous maîtrisez déjà la campagne, en tout cas, vous êtes censés. En tout cas, j'ai l'espérance en tout cas, on vous a éduqué pour... et ce qui fait la différence après, c'est ça, c'est le volume de business que Yoann a, c'est le volume de compagnie qu'il a, qui permet d'avoir des tests, qui permet de tester des choses à plus grande échelle et qui nous fait faire évoluer nos stratégies. Nos stratégies, elles ont évolué depuis 2020, ça n'a plus rien à voir. On lance toujours avec une espèce de pseudo charognard, on a vachement changé le modèle, l'optimisation, le scaling, tout ça a changé. Et c'est justement ces stratégies avancées-là qui sont un petit peu finalement
qu'on est en train de cook en back-end quoi, en ce moment. Ouais. Sur 3 mois, sur 6 mois, et les tests qui vraiment amènent des trucs intéressants que vous pouvez également implémenter et tester. Ouais, donc là, il y a plusieurs petites choses. Tout ne sera pas bon à apprendre pour tout le monde, mais je vous les donne. Et après, voilà, vous ferez votre tambouille, mais c'est vraiment des trucs que j'ai testés qui marchent et qui sortent un peu de. On fait Pmax et on fait shopping et on met du target ROI en fait. Là, on va un peu plus loin. L'utilisation des stratégies de portefeuille, ça, primordial. Donc là, c'est valable aussi pour ceux qui font de la lead gen. En fait, votre objectif à terme est de piloter 100% de votre campagne au CPA, Target CPA ou Target ROI. Ça, en e-commerce, Target ROI, c'est ce que j'ai dit au début, il faut que tout le monde soit au Target ROI en permanence. Ok, je suis au Target ROI, mais c'est quoi le problème? Mon problème, c'est que j'ai plus aucune maîtrise sur les CPC. Et c'est aussi pour ça que Google a poussé tout le monde à aller faire du Target ROI, à développer des IA et des algos ultra puissants. C'est pour que les gens se mettent tous dessus. Ouais, mais si du coup tout le monde se met dessus, Google a le plein contrôle sur les CPC. Le cours de bourse de Google est indexé sur le CPC moyen, qu'il a sur l'ensemble de son réseau. Donc du coup, ils surveillent vachement le CPC. Donc si, d'ailleurs je pense que dans 1 an ou 2, le CPC max va disparaître. Ils vont le supprimer, parce que du coup, si j'ai un CPC max, je ne peux pas aller faire des clics très hauts, quoi. Donc si vous êtes au CPA, Target ROI, vous n'avez plus aucune maîtrise sur le CPC. Et nous, on a vu des cas, j'ai vu le cas le plus violent que j'ai vu, c'est que j'ai acheté un clic 250 €. 250 €, un clic, pas une conversion, un clic. Donc là, du coup, ce qui existe et qui est un peu planqué dans l'interface, évidemment, parce que Google n'aime pas trop, c'est les stratégies de portefeuille. Stratégie de portefeuille, c'est de dire à Google, c'est un peu comme un enfant. C'est un peu comme un enfant. Quand tu lui dis « je veux 3 de ROI », Google, il va jouer dans l'ensemble du cadre. Là, c'est de lui dire « comme un gamin dans un parc de jeux », c'est pour ça que j'ai mis cette photo, tu restes dans ce cadre. C'est-à-dire que tu me fais du 3 de ROI, ou du 30 de ROI, ou ce que tu veux en ROI, mais tu n'as pas droit de dépasser, là j'ai mis un exemple, 65 centimes le clic. Et en fait, l'idée, c'est d'aller jouer avec ces deux paramètres, votre target ROI et la limite d'enchère maximale, pour pouvoir justement aller chercher du volume et guider l'algo en lui disant « Écoute, mec, ça sert à rien que tu ailles me chercher des clics à 2, 3, 4, 5 €. Je sais que ce ne sera pas rentable, ça n'a jamais été rentable. Reste en dessous 1 €. » Et ça cartonne. J'ai un cas d'un client qui est leader dans l'assurance, dans l'assurance 2 roues. On était au CPC pendant des années, on est passé au target CPA, catastrophe. Les CPC explosent, CPA explose, catastrophe. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une stratégie de portefeuille. En 1 semaine, le compte était calé, on a fait une baisse de 30% sur les CPA en utilisant les algos et en le contrôlant, quoi. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Donc dès que vous faites du shopping, alors sur Pmax, c'est pas disponible parce que Pmax, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une énorme variance, donc on ne peut pas mettre ça en place. Mais sur du shopping, ça l'est. Sur du search, sur du DSA, sur du display. Donc ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc ça, moi, je vous conseille de l'utiliser. Ensuite, pour tous les business qui ont du repeat, la nutrition, le CBD, quand vous aurez le droit de faire de la pub sur Google, tous ceux qui ont du repeat. Tu penses que ça va s'ouvrir? Non, je pense pas. Ils sont plus dans une notion de. Donc contournement, il faut essayer de contourner au max. Il faut essayer de contourner, ouais, avec soit en achetant des leads et en vendant par mail. Enfin bon, il y a il peut y avoir des techniques, mais c'est un peu compliqué. Donc, il existe sur Google ce qu'on appelle des campagnes NCA, Non-Customer Acquisition. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller chercher, de dire à Google, écoute, moi, donc il y a 2 possibilités dans cette campagne. C'est soit de lui dire, si tu me repères que l'internaute qui clique, enfin qui recherche ce mot-clé est déjà client chez moi, je suis prêt à payer très peu cher le clic. Par contre, si tu repères que le mec n'a jamais acheté chez moi, que c'est un nouveau client, là, je suis prêt à me mettre premier. Et donc, c'est de définir des enchères différentes entre le mec qui a déjà acheté chez moi et le mec qui n'a jamais acheté chez moi. Donc là, ce qu'on fait, c'est que ça, c'est la première chose, ou c'est de dire à Google, non, je ne veux enchérir que sur les mecs qui ne sont pas clients chez moi. Tous ceux qui ont déjà acheté, j'en veux pas. Moi, je ne le conseille pas parce que je vous rappelle qu'on est sur du search, donc sur de l'intentionniste. Si une personne tape CBD, je veux acheter du CBD, bon, je parle dans le cas où ça existe, on a droit. Acheter CBD, acheter résine de CBD,
si je dis il est déjà client chez moi, je veux pas apparaître, c'est con parce qu'il a mis une intention, il a mis l'intention de recherche, donc il cherche. Donc si je suis pas là, il va aller chez quelqu'un d'autre. Donc moi je conseille pas ça, mais je conseille plutôt l'autre, c'est de se dire ok, je suis prêt à payer plus cher pour une personne qui n'a jamais acheté chez moi. Ça c'est bien de le faire si et seulement si vous avez un CRM qui défonce. Parce que si vous achetez vos clients plus cher, mais qu'en fait vous en faites rien derrière et que vous n'avez pas un CRM puissant avec de la fidélisation, un programme de fidélité, ça sert à rien en fait. Donc le prérequis c'est d'avoir un CRM vraiment puissant, des offres ultra puissantes pour vos clients et que du coup ils puissent réacheter quoi. Il faut pouvoir mesurer votre ARPU, l'Average Revenue per User. Si vous avez un réachat x2, x3, x4, là c'est clair qu'il faut mettre ça en place. C'est vraiment d'une puissance extrême. Et moi je pense qu'à terme, les brands qui vont vraiment sortir du jeu, c'est celles qui ont un CRM puissant et des offres pour leurs clients vraiment puissantes, qui vont vraiment bien craquer ce code-là. Parce que ce qui va se passer, c'est que ce genre de campagnes-là vont de plus en plus être mises en place par les annonceurs, que du coup, les coûts d'acquisition des nouveaux clients vont devenir de plus en plus élevés. C'est ce qu'on remarque déjà depuis plusieurs années. Et donc du coup, si vous n'avez pas un CRM puissant, parce qu'on sait bien que le coût de réachat d'un CRM, du coup derrière, c'est quasiment nul en fait. Donc du coup, moi je conseille vraiment de bosser sur vos CRM, sur la fidélisation, parce que je pense que sur Google, au fur et à mesure du temps, ça va continuer à monter. Les coûts d'acquisition vont continuer à monter, en fonction, justement avec ces stratégies-là. Parce que ces stratégies-là, ça permet juste à Google, encore une fois, de venir faire augmenter les CPC en fait. Donc ça, c'est vraiment puissant si vous avez un business à repeat. Donc ouais, j'ai mis complément alimentaire, rasoir, CBD. Ensuite, il y a un autre truc qui est vraiment sous-évalué et qui est sous-utilisé, c'est les campagnes DSA, campagnes Dynamic Search Ads. Donc vous avez qui fait du DSA ici? On en fait un petit peu. On en fait. Personne fait du DSA. Ok. L'idée c'est quoi? C'est que tout le monde fait du shopping à fond. Donc on a shopping. L'idée c'est de faire du double affichage et d'avoir un lien search en dessous en fait. Donc soit vous achetez directement des mots-clés, j'en reparlerai en fin de présentation sur l'achat de mots-clés classique, soit vous pouvez faire ce qu'on appelle du DSA, DSA Dynamic Search Ads. L'outil, il va aller crawler le site, il va aller regarder toutes vos pages et vous allez pouvoir lui dire ok, moi je veux apparaître sur toutes les pages qui contiennent gamelle. Et vous faites une annonce, gamelle pour chien, machin, blablabla. Et en fait ça permet d'aller balancer du trafic sur 100% de l'inventaire, pareil avec une notion de ROI, et une notion, pareil aussi, de stratégie de portefeuille qui peuvent être mis en place. Donc quand on a énormément de produits, c'est vraiment très puissant. Si on a très peu de produits, ça ne sert pas à grand-chose. Sur du lead gen, pareil, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand on a plein de pages et qu'on ne peut pas faire des campagnes à la mano, c'est vraiment extrêmement puissant. Pareil, on pilote ça au target ROI avec une notion de stratégie de portefeuille si on peut. Et par contre, l'inconvénient de ça, c'est que vous ne choisissez pas vos mots-clés. Donc si je ne choisis pas mes mots-clés, je peux apparaître sur des trucs claqués au sol, et donc il faut que je fasse ce qu'on appelle des rapports de requête pour voir sur quoi j'apparais, et de l'exclusion de mots-clés, ce qui est en train d'arriver dans PMax, mais qui est dans le camp. Tu choisis, ouais, en fait, tu lui vas dire à Google, là par exemple, envoie-moi du trafic sur toutes les pages qui contiennent Pokémon/Evoli. Donc en fait, il va envoyer du trafic, donc il va analyser le contenu. Ok, c'est tout bête, hein. Le mot-clé c'est Pokémon Evoli, peluche Pokémon Evoli, machin. Et donc du coup, il va envoyer du trafic sur toutes ces pages-là. Sur les pages produits directement, comme du shopping. Comme du shopping, mais avec du search. Il va faire remonter ces pages-là en search en plus de shopping, tu vois. Donc tu peux avoir deux positions. C'est ultra ciblé. Ultra ciblé si tu travailles ça. Hein. Attention, il faut vraiment bosser dessus. Parce que lui, il va pousser sur l'intégralité des mots-clés qu'il y a dans le truc. Par contre, c'est toi qui choisis la page de destination. Et par exemple, il peut te faire remonter toutes les fiches d'une collection. Ouais. Et après, c'est toi qui l'oriente. Moi, il y a une stratégie que j'aime bien faire là-dessus, c'est qu'au début, tu peux très bien dire, bon, vas-y, va sur toutes les pages. Va sur toutes les pages produits ou va sur toutes les pages catégories. Ce qui est intéressant de faire et qui se fait de plus en plus, qu'il faut qu'on mette en place beaucoup plus là, c'est une nouvelle stratégie que j'ai vue, c'est que tu vas aller prendre dans Shopping ton top 30, ton top 50 produits et tu fais une URL par produit en search. Donc ça veut dire que tu as une DSA par top produit et tu as un groupe d'annonces par top produit. Et ça, ça te fait un double affichage en fait. Il n'y a pas de plus cher parce que tu pilotes au ROI. Toujours tout target ROI.
Donc ce sera, ça va dépendre. De toute façon, le client, même si tu as un double affichage, toi, Bah, il va cliquer sur l'un de l'autre en général. oui, voilà, c'est ça, tu payes. Et ça fait de la légitimité en fait. Le client il dit ah putain il y a deux liens, il y a un biais cognitif. Il Tu vois. apparaît partout. Voilà. Le search, le Et le DSA, mieux, il c'est va de afficher cliquer sur des SEO. images. Le DSA, normalement, il affiche des images. Non, DSA c'est un lien texte. Une description plus. Je sais pas si j'ai pas mis un exemple. Ça bah voilà, ça c'est ça peut, Ouais, ouais. c'est une search. Ouais, ouais. Non, mais pas une plus. C'est complète. Donc ça sur le DSA, bon c'est une campagne assez connue. Donc, c'est ce que j'appelle moi la DSA performance. On la pilote comme du shopping, donc c'est vraiment d'aller chercher de la perf. Après moi il y a une campagne que j'aime beaucoup, c'est la DSA notoriété. C'est quand vous avez un contenu de blog, quand vous avez du contenu, beaucoup de contenu, c'est de venir faire du trafic un peu comme du SEO, c'est-à-dire que vous allez envoyer du trafic sur l'ensemble des articles de votre blog avec l'idée d'aller chercher du trafic vraiment pas cher et de jouer sur le cross-selling et la mise en avant produit qu'il va y avoir dans vos articles pour faire du business. Donc là, on n'arrive que sur des mots-clés type comment faire ci, comment faire ça, comment prendre mon CBD, comment prendre ma tisane, quand prendre mon collagène, à quelle heure il faut que je prenne ma whey protéine. Donc, tous ces genres de mots-clés, vous allez apparaître sur tous ces trucs-là. Sauf que ça, personne ne veut y aller en performance, parce que si tu poses cette question-là, évidemment, tu ne vas pas acheter. Et donc, l'idée, c'est de dire, j'envoie du trafic sur mon blog, sur l'ensemble des articles, en utilisant une stratégie de portefeuille. C'est de dire à Google, OK, je veux un ROI un peu plus bas que ce que j'ai d'habitude sur ma performance, donc peut-être un ROI 2, mais tu n'as pas le droit de dépasser 15 centimes le clic. Et là, il va aller chercher une tonne de trafic. Donc là, je vous ai mis un exemple. Hein, ça, c'était sur un client que j'ai, où on a lancé ça, et la campagne, c'est devenu la plus grosse campagne en termes de trafic. Donc ça, c'est sur le mois dernier, 439 000 clics, 10 centimes du CPC. 10 centimes du CPC, ça n'existe plus. Hein. Même sur les mots-clés marques, des fois, c'est plus cher. Hein. 45 000 balles de dépenses. Ça, c'est la DSA performance que j'ai mis pour vous montrer un peu les écarts. En fait, une DSA performance, on est à 1 € le clic. Là, on est à 10 centimes. Donc, on dépense 2 fois plus, mais on fait 500 000 clics quasiment contre 21 000. Et on fait 100 000 balles de chiffre d'affaires. Un ROI à 2-3. Il a un beau blog. Il faut avoir un beau blog. Ah ouais, donc par exemple, il faut que tu aies à la fin des articles. Tu vends des chaussures je sais pas, tu vends des chaussures en cuir. Je sais pas, tu fais un article comment porter mes chaussures en cuir, donc tu as tout un article avec voilà, faut le porter avec un jean machin, et boum, après tu as 5-6 chaussures en cuir qui sont en fin d'article, tu vois. Donc le taux de transfo il est pété, hein, il est tout pourri, mais vu que tu payes ton trafic que dalle, il y a personne dessus, tu vas aller faire du volume complémentaire, et donc ça fait quand même 100 000 balles, c'est une campagne qui est plus grosse que la DSA performance. Voilà, donc après ça peut être ça. Nous on le fait sur un autre client qui fait du lead, on a lancé une DSA sur le blog, notoriété, pareil on paye que dalle les clics, mais on va chercher de la lead gen. On va chercher des mails qu'après on retravaille en CRM et on dit bah, je suis prêt à payer 50 centimes le lead, mais tu n'as pas le droit d'aller au-dessus de 10 centimes le CPC. Et ça c'est super puissant. Et un petit tips là-dessus, bah voilà, je vous ai mis comment les créer en fait, le blog, article, une stratégie de portefeuille ROI plus CPC, hop, et avec un 15 centimes de CPC max. Une astuce là-dessus, c'est vous récupérez l'ensemble des mots-clés où vous êtes premier en SEO et vous les excluez. Parce que l'idée, c'est pas de venir non plus cannibaliser votre SEO. Si vous êtes premier en SEO sur ces mots-clés-là, on n'y va pas en SIA, ça sert à rien. C'est du mot-clé informatif. Gardez votre position SEO. Le SIA va pas servir à grand-chose. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est que dans nos process, on récupère les mots-clés, on est premier en SEO, on vient les exclure. Donc ça, c'est pareil, c'est ultra puissant. Ok, ensuite, les campagnes de search. Donc les campagnes de search, c'est un peu comme les campagnes de DSA, sauf que là, on va tout choisir. On va venir choisir le mot-clé, l'annonce, la page de destination, peut-être même plusieurs pages de destination pour faire de l'A/B test ou du MVT. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'appuyer sur l'autorité du site. Donc là, je suis là et je suis là. Donc là, c'est quand même assez puissant, j'ai 2 liens. L'internaute tout de suite dit « Ok, ils sont sérieux, ils ont 2 liens. » Donc ça fonctionne bien. Donc là, l'idée, c'est
Ça, c'est la base en fait. Hein. C'est comme ça que ça a commencé Google Ads. Hein. Ça, à la base, il n'y avait que ça. Il n'y avait que du search. Et sauf qu'on l'a un peu tous oublié en tant qu'e-commerçant et on fait tous du shopping. En fait. Mais à la base, Google Ads, c'est ça. Hein. C'est que ça. Donc l'idée, là, la stratégie qui est intéressante là-dessus, c'est de récupérer l'ensemble de votre top mots-clés DSA plus shopping, ou shopping d'abord et puis après le DSA, et de venir acheter ces mots-clés en exact, voire en expression, avec n'importe quel ciblage, même avec le broad, ça peut fonctionner, et de venir multiplier vos positions et vos touchpoints sur la page. En plus, si vous avez un lien SEO en dessous, là, c'est banco, c'est tout gagné, quoi. Donc, il faut aller prendre dans l'outil qui s'appelle termes de recherche. Vous récupérez tous les termes de recherche, vous les classez par conversion, tous ceux où vous êtes rentable, boum, vous les achetez en search. Et ça, en général, ça fonctionne plutôt bien. Voilà là-dessus. Et ensuite, les campagnes demande gen. Donc ça, personne qui fait du demande gen ici? Je pense qu'il n'y a personne qui fait du demande gen. Bah non. Voilà, personne ne sait ce que c'est parce que ouais. En fait, le demande gen, c'est un tout nouveau type de campagne. L'idée, c'est génération de demandes. C'est d'aller générer de la demande. Donc c'est de venir un tout petit peu plus haut. Je ne sais pas si vous connaissez Bofu, Mofu, Tofu. Voilà. Donc là, c'est de venir en haut du tunnel. C'est-à-dire que les gens ne vous connaissent pas encore, vous allez venir générer de la demande grâce aux algorithmes de Google. Donc là, vous allez apparaître. Alors, c'est un peu comme du display, sauf que c'est sur uniquement le réseau Google. Donc c'est ultra puissant, ultra quali. Vous apparaissez sur Gmail, vous apparaissez sur YouTube, dans l'appli Discover et dans tout l'écosystème de Google. Il y a 2 campagnes qui sont donc du remarketing, il faut absolument le faire sur tous vos comptes. Remarketing demande gen, vous allez apparaître sur Gmail sur vos clients, donc ça peut que fonctionner. Et ensuite, vous pouvez faire des campagnes d'acquisition et de prospection. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher. Donc ça, c'est un peu plus du branding quand même. Hein, donc c'est pas aussi rentable que du shopping, mais ça permet d'aller chercher plein de trafic et d'afficher vos produits sur des gens qui ne vous connaissent pas encore. Et un truc qui marche bien, vu que vous apparaissez sur Gmail, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la audience d'attention personnalisée, custom intent sur les concurrents. Si vous faites une custom intent concurrent dans du demande gen, vous apparaissez dans les boîtes mail des clients de vos concurrents. Et alors ça, c'est ultra puissant parce que vous pouvez leur piquer leur business, quoi. Donc voilà là-dessus. Moi, c'est des campagnes que j'aime bien faire. C'est surtout quand même pour des annonceurs un peu plus gros. Si vous dépensez pas beaucoup, n'y allez pas tout de suite. Mais sur des gros annonceurs, c'est quand même pas mal d'y aller, quoi. Du coup, l'objectif final, c'est d'ensuite d'amener le client dans un autre tunnel. L'objectif final, c'est que le mec se dise « Ok, lui, il vend des baskets, ça, c'est trop cool. En plus, je vais retaper sa marque ou je vais me faire remarketer via du PMax. » C'est un peu plus au-dessus. Ouais. La performance max search, donc là, c'est capturer la demande. Là, c'est de générer la demande. Donc, c'est de créer ta nouvelle demande, créer les nouvelles opportunités. Ouais, c'est ça. Donc là, tu vas venir générer la demande en amont de la PMax, de ton search, de ton DSA, de tout ça. Là, les CPC sont à 2-3 centimes. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est du cold traffic. Ouais. Pour moi, c'est le cold le plus puissant de Google. Plus de display que ça. Et ça, moi, j'aime bien. Là, c'est faut mettre des vidéos, des images, du texte, des descriptions. Tu mets tout un tas de trucs. Et là, après, tu vas venir inonder. Par exemple, sur une agence de voyage, c'est incroyable. Et là, tu peux mettre le budget et tu as plein de vues. Ouais. Ça permet que les gens y le voient. Ouais. Là, l'idée, c'est vraiment d'être un petit peu au-dessus. Là, l'idée, c'est pas de faire de la rentabilité immédiate. Là, c'est vraiment de montrer ta marque. C'est des campagnes de branding. Des campagnes de branding que j'appelle moi de brandformance. Brand plus performance. C'est-à-dire que tu fais du branding, mais tu arrives en même temps à faire un peu de perf. It's new, it's brandformance. Brandformance. Donc là, sur l'image, troisième téléphone, c'est le carrousel qu'on aperçoit. Ouais, le carrousel YouTube, le fil YouTube, ouais. Pour les infopreneurs, c'est ultra puissant aussi alors. Ouais, infopreneur. Tu peux monter ta notoriété. Ouais. Ah oui. Et du coup, tu les pilotes en ROI quand même? Alors moi, comment je pilote ça? Je pilote ça sur ce qu'on appelle de la micro-conversion. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mis. Très bonne question. Comment piloter ça? Ne pas piloter ça au ROI, justement. Piloter ça à la micro-conversion. C'est quoi une micro-conversion? Sur du e-commerce, c'est un ajout panier. Un ajout panier. Par exemple, comment je pilote ça? Un achat me rapporte 100 € en moyenne.
Pour faire un achat, j'ai besoin de 10 ajouts panier. Donc un ajout panier me rapporte 10 balles. voilà, 10 euros. Donc je pilote à l'ajout panier plus l'achat. Si une personne achète via la campagne de Mongen, du coup, elle me rapporte 110 euros. Si une personne fait juste un ajout panier, elle me rapporte 10 euros. Si on va un peu plus loin, on peut aussi piloter à la page vue. C'est-à-dire se dire, OK, à chaque fois que la personne voit une page sur mon site, une page produit, ça me rapporte 1 euro, par exemple. Si on considère que 10% des gens qui voient une page produit ajoutent au panier. Donc, si une personne a vu... C'est pas tes premières campagnes de conversion que tu vas lancer. Tu as d'abord une base qui tourne, qui est rentable, etc. Ça, c'est du scaling. Donc, tu peux aussi imaginer effectivement la page vue au visiteur en te disant, OK, je vais caper 5% de mes dépenses mensuelles max sur ma campagne de lead gen et je vais aller chercher max du 5 centimes, 6 centimes le clic par exemple pour faire de l'awareness, pour faire de la visibilité, pour gonfler mes audiences de remarketing. C'est typiquement des audiences parfaites à gonfler en octobre, début novembre pour ensuite avoir le remarketing blindé pour le Black Friday par exemple. C'est vraiment du scaling, il faut imaginer que tu ouvres les 20. C'est ça. Là, c'est quand vous avez du budget. Hein. Si vous êtes un peu ric-rac, non, on va pas là-dessus. En fait. Ça, c'est vraiment vous avez du budget, vous avez envie de scaler, d'aller un peu plus loin et de faire connaître votre marque. C'est bien pour les brands, surtout d'ailleurs. Ça, c'est cool. Est-ce que tu peux le voir comme une manière de tester ton tunnel de vente? Non, pas du tout. Surtout pas. En quantité? Pas du tout. Non, là, c'est de la notoriété. Les gens vont pas rentrer dans ton tunnel de vente là. Ils vont voir ta gueule, ils vont voir tes produits, ils vont dire ah ok c'est cool. J'irai voir peut-être dans un mois, tu vois. Si, tu peux faire du call to action, mais les gens ne sont pas dans une démarche. Sur Facebook, frère, c'est pas du trafic caché. Si tu veux tester ton tunnel de vente, tu fais du search. Voyage organisé à machin truc, là, tu vas le tester ton tunnel de vente. Là, non. Là, c'est vraiment. Imaginez quantité par rapport au. Quantité. Non, parce que ça, c'est assez fou. C'est comme sur Facebook, tu fais une campagne d'ajout au panier, tu vas avoir des ajouts au panier, mais tu n'auras pas de vente. Qui a déjà vécu ça? Quand tu mets l'objectif trafic ou l'objectif add to cart sur FB en te disant bah oui, ça va forcément coûter moins cher que les conversions, ça marche pas en fait. Ça marche pas. Il n'y a pas de vente. Et donc quelques takeaways là-dessus. Les campagnes non-customer acquisition, donc d'acquisition de nouveaux clients. Si vous avez un fort repeat business et un CRM puissant, ça c'est incroyable. Les DSA performance quand vous avez un gros catalogue, les DSA notoriété quand vous avez un beau blog avec des beaux articles bien travaillés et du cross-selling à l'intérieur, du search sur votre top mot-clé et du demand gen remarketing, ça c'est sûr, il faut le faire pour tout le monde. Et quand vous êtes un peu plus avancé, du demand gen acquisition. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Yes. Alors c'est une question qui sort un peu de ta conférence, c'est parce qu'elle est plutôt... Ouais. C'est sur la Alors, question... tu fais de la muscu parce que franchement, c'est impressionnant. Comment tu fais pour être aussi cool? C'est une question sourcing en fait plutôt, c'est-à-dire tu identifies, on en a parlé cette semaine, c'est-à-dire surtout Hugo, en gros lui sa strat, à chaque fois je pense qu'il a répété ça, il regardait son coût aux États-Unis, il identifiait un produit qui est aligné avec lui, et ensuite il a cherché sur la France pour savoir s'il y avait de la recherche. Et alors, moi j'arrive, enfin, c'est typiquement le type de réaction que j'aimerais avoir, c'est trouver la data sur Google pour savoir si sur Shopee, sur Comment Google, tu analyses à marché? il y a une traction sur ce fameux produit que je viens d'identifier qui paraît pertinent. Il y a trois axes. C'est un, tu vas utiliser SEMrush pour regarder sur ce produit s'il y a du volume. Il n'y a rien de mieux que de faire des recherches directement dans l'outil aussi pour voir les concurrents qui sont dessus, les choper et mettre des SEMrush, voir leur top produit, voir où ils sont positionnés, voir combien ils dépensent. Okay. Ensuite, Ouais, t'as ça aussi. ouais. Mais là, pas le volume de dépenses. T'as Si. les mots-clés sur lesquels ils sont T'as positionnés. un estimatif de dépenses. Ouais. Ok. Faut pas trop y faire attention, mais t'as un estimatif. T'as les produits, t'as les mots-clés sur lesquels ils spendent. T'as vraiment une analyse complète. Ensuite, tu peux prendre du coup le top mot-clé associé au produit, regarder dans Google le volume qu'il y a et le CPC moyen. Ce qui te permet, toi, du coup, d'identifier, bah ok, il y a 100 000 requêtes par mois. Je pense que j'aurai un taux de clic à 5%, donc je vais avoir 5 000 clics. 5 000 clics, il y a 1 euro de clic. Ok, ça fait 5 000 balles. 5 000 balles, si j'ai 5 000 clics à 5 000 balles, combien il doit être mon taux de transfo pour que je sois rentable? Et après, tu déroules. Tu déroules. Tu peux fixer ton prix.
T'as entendu, Lenny, comment on fait une étude de marché sur Google? Parce que c'est ce que t'as pas fait en lançant ton business. Oui, non, On l'a fait du coup hyper rapidement parce que ça doit vraiment être maîtrisé par tout le monde. Ça. C'est un des trucs qu'on a mis en place assez rapidement. Qui est du coup, tu as ton mot-clé principal. Tu penses avoir trouvé une niche. Tu vas vendre des veilleuses. Tu tapes sur Google veilleuse. Tu tapes quelques mots-clés, tu vois qu'il y a du volume intéressant. Veilleuse animaux, veilleuse pour enfants, veilleuse bébé. Tu regardes les concurrents qui sortent. Tu listes ces concurrents dans un fichier Excel, whatever. Tu vas sur SEMrush, tu tapes les mots-clés. Tu reprends le top concurrent, tu reprends les top mots-clés, tu regardes les sites qui sont positionnés dessus, les prix de vente, quels sont les produits qui sont vendus, quels sont les produits qui reviennent sur ces mots-clés-là. On va pouvoir également avoir l'historique. Depuis combien de temps cet annonceur pub sur ce mot-clé avec ce produit. Ensuite, on va dans SEMrush, on utilise l'outil PLA, Research, je sais pas quoi, PLA Research, qui permet de mettre l'URL du concurrent, de voir les top mots-clés sur lesquels il est positionné, les top produits qui sont positionnés. Donc à partir de là, ça nous permet aussi de pas juste rester sur le mot-clé qu'on avait identifié, mais comprendre quelle est la cercle qu'il y a autour, sur laquelle il pub, sur laquelle il pousse. Et donc là, on a vraiment une étude de mots-clés complet, des concurrents, des produits qui sont poussés, des CPC moyens, et ça te permet de pouvoir toi te dire, ok, si moi j'arrive dans ce milieu concurrentiel-là avec les produits que j'ai trouvés, les prix que j'ai définis, est-ce que j'ai une chance de gagner? Est-ce que j'ai un site qui est aussi compétitif qu'eux? Est-ce que j'ai les bons produits? Est-ce que j'ai les bons tarifs? Est-ce que je vais pouvoir faire ma place? Ok? Google, c'est l'avantage. Tout est transparent. Ouais, exactement. Make sense? C'est carré pour tout le monde, ça? Et ça, c'est sans débat, il faut le faire systématiquement. Même si vous faites sur Facebook, etc., vous devez connaître vos trends, connaître vos mots-clés, connaître les possibilités de développement sur Google. Et ça vous donne aussi tendance marché. Est-ce que c'est en montée? Est-ce que c'est en descente? Est-ce que ça stagne? Puis les top produits, ça vous donne surtout les top produits du marché en fait. Là où ça vous permet d'aller sourcer en permanence des nouveaux produits. Ça c'est vraiment la clé, hein, parce que Google, alors c'est super, c'est prédictif, on sait le volume de requête, on sait le CPC, donc on peut prédire pas mal de choses. Sauf que l'inconvénient de Google, c'est qu'à un moment donné, les marchés sont capés en fait. Si vous êtes premier sur votre mot-clé et qu'il y a 100 000 requêtes et que vous avez chopé les 100 000 requêtes, bon bah vous pouvez augmenter votre taux de transfo, votre taux de clic, votre machin, ça va permettre d'aller chercher du volume. Mais en fait, l'idée, c'est d'aller augmenter en permanence votre reach. Le reach, c'est quoi? C'est mon potentiel d'impression que je peux avoir sur un mois. Donc, comment on le montre, ça? C'est en allant chercher des mots-clés complémentaires. Comment je vais chercher des mots-clés complémentaires? Chercher des produits complémentaires. J'ai des baskets rouges, bah putain, j'ai acheté des baskets roses parce qu'ils cartonnent ce modèle. En vert, en jaune, en machin. À chaque fois, j'ai des nouveaux mots-clés qui se déclenchent. Chaque mot-clé qui se déclenche, c'est des petits trafics en plus et du scaling en plus. Ok, simple, efficace. Tu voulais parler d'un troisième levier? Enfin, d'un troisième outil. Maintenant, à taper dans Google en direct, SEMrush en analyse. Et l'outil dans Google, l'outil de planification des mots-clés. L'outil de planification des mots-clés dans Google, qui est vraiment très puissant. Ouais, il est bien, il est très très bien. Comment tu définis le CPC que tu vas mettre? Le CPC max au début? Alors le CPC max au début, tu vas prendre justement cet outil de planification. Il va te dire, ok, il y a 100 000 requêtes, il y a une enchère basse, une enchère haute. Donc il va te dire c'est entre 30 centimes et 1 euro. Et là, tu vas te mettre, justement, tu vas te mettre à 1 euro. Je conseille de se mettre toujours au max pas au max, mais assez haut dans l'enchère. C'est le début de la conf, c'est investir en historique, investir en AdRank, booster ton AdRank pour baisser tes CPC à long terme. Si tu te mets à 30 centimes, tu es en bas de tableau. Tu es en bas de tableau, tu n'apparais pas, tu n'as pas de CTR et donc tu n'as pas d'AdRank. Tu te mets en haut et au fur et à mesure, ton AdRank va monter et donc ton CPC, mécaniquement, ton CPC payé va baisser tout seul. À mettre quand même en perspective avec ton budget total. C'est pour ça que nous, dans Kraken, au début, on a quand même ce truc de charognard, cette idée de dépenser pas trop cher pour être un peu en milieu de tableau, pour avoir des ventes qui ne coûtent pas une couille et prendre de la data en ayant un ROI, un ROS qui va se débloquer rapidement entre guillemets. D'accord? Et si vous voyez que vous n'avez pas de vente, il faut vraiment monter les CPC. En fait, l'idée, c'est de sortir du CPC le plus vite possible. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien mettre des CPC assez hauts. Donc, c'est effectivement quand tu as un peu de budget. Quand tu n'as pas de budget. C'est les chiens, maintenant. Maintenant, on y va. Ouais, maintenant, on arrive, boum, on va positionner le site, tac, 1 euro. Bram.
il y va. Et puis vraiment une Kraken. Aujourd'hui, on met beaucoup plus de budget, lui, il dépense et puis on est OK, tu vois, parce qu'on sait. Quand je l'invente, je passe en 15. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'avant, on mettait un CPC court, on mettait des restrictions mobiles, etc. Et puis on disait, c'est 1005 moins 1. Bon, ben maintenant, il dépense 2000, 3000 moins 1, 4000. C'est ce qu'il fait, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais on a plus de cash flow qu'hier. Ouais. Avant, on n'avait pas. Avant, il fallait être short, quoi, tu vois. Si vous voulez apprendre toutes les stratégies Google Ads qui nous ont permis de générer plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires avec nos boutiques e-commerce et suivre les conseils de Johan, rejoignez la méthode Kraken. C'est notre programme d'accompagnement dans lequel on va vous aider à bâtir un site e-commerce stable, long terme et revendable. Le lien est dans la description juste en dessous. On vient tout juste de mettre à jour la partie Google Ads avec Johan. Profitez-en.